Évidemment que c'est la première fois que je parle de Lean, donc j'en suis très content parce que ça a changé un peu ma vie, on va dire, de dirigeant et puis pas mal d'autres choses. Mais donc voilà, je vous demande un maximum de bienveillance parce que c'est la première fois que j'évoque le sujet en public. Je le garde pour moi et mes équipes. Donc je vais essayer d'être le plus concret possible dans les 2 heures que j'ai avec vous. Non, je taquine, j'ai 30 minutes. Et je suis parti en fait d'une phrase qui est un peu étonnante. Vous allez comprendre un peu le parcours, mais pour moi le Lean, c'est vraiment devenir un dirigeant sérieux. Voilà. Donc j'aime bien faire des blagues, un peu comme Régis, j'en ferai pas trop aujourd'hui. Donc sérieux, ça veut pas dire austère, mais ça veut dire faire les choses sérieusement. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça veut dire et ce que ça a voulu dire pour moi. Donc moi je vais avoir 40 ans et donc j'ai un parcours un peu en zigzag, j'en dirai quelques mots. Mais il a fallu peut-être attendre ces 2 dernières années pour que vraiment, de manière résolue, j'essaie de devenir un dirigeant sérieux. Alors, donc moi je suis un épicier, école de commerce, donc j'ai pas appris grand chose. J'étais un des premiers stagiaires de Google en France, le premier, à une époque où on me disait mais qu'est-ce que tu vas faire chez Google, mes camarades de promo. Et donc je suis tombé amoureux du JavaScript, j'ai commencé à coder, et puis je vais pas vous embêter avec mon histoire, mais c'est important peut-être pour vous de le comprendre, j'ai commencé à entreprendre, et j'ai créé une entreprise qui s'appelle 55, avec d'autres plus âgés, sur la web analyse. Donc nous, notre métier, c'était d'ouvrir les codes des sites web pour comprendre ce qui s'y jouait en termes de clics et de visites. Et puis après, crise de masochisme aigu, j'ai rejoint AXA France, j'ai quitté le milieu doré d'Opéra et des startups, mon petit Brompton, pour aller faire le jeune premier du digital chez AXA France. À l'époque, c'était en 2014. Et parce que j'aime pas tellement le digital, je vous dirais, j'ai un problème avec les écrans, j'ai essayé de faire de plus en plus de business. Et ce qui m'a amené à me rapprocher de l'activité d'assurance, c'est vers 26-27 ans d'avoir un peu 3000 personnes en management, une place au COMEX chez AXA France et tout le confort que vous pouvez imaginer dans ces grandes organisations. Et donc je pense que j'étais pas sérieux. Et d'ailleurs j'étais assez malheureux, parce que quand j'ai pris ces responsabilités, je me suis senti déconnecté de quelque chose. Alors intuitivement, je savais pas très bien ce que c'était, je l'ai compris plus tard, mais j'étais en train de me dessécher. J'étais pris finalement dans un engrenage qui est l'engrenage des grandes entreprises. Alors je sais pas si vous les connaissez, je crois que j'ai beaucoup d'entrepreneurs devant moi, mais c'est un engrenage qui a son confort, et qui a sa logique, qui est fondamentalement une logique bureaucratique. Et j'ai mis du temps à pas détester ce mot bureaucratique, parce que je pense que nos grandes entreprises n'existent pas pour rien. Elles apportent quand même une valeur, mais c'est vrai que c'est des modèles bureaucratiques qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément de lien avec le réel, on n'a pas besoin de l'avoir en tant que dirigeant. En tout cas, là où j'étais, notamment dans un sujet comme l'assurance, où on est de fait très dématérialisé. Et donc j'étais assez malheureux, et dans ma tête à l'époque, il y avait plein de jardins à la française. Alors moi de tempérament, j'aime bien quand les choses sont structurées, et donc je vivais un peu avec moi-même, et donc j'ai vécu 3-4 ans chez AXA France à l'époque, dans un monde où en fait je disais des choses, ça se passait, en tout cas les gens disaient que ça se passait, refaire des sites web, refaire des process de sinistres en habitation, mais je vivais un peu seul avec moi-même en tant que dirigeant. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment quelquefois, mais j'étais tellement loin de la réalité des clients, hein. Quand on est dans une grande entreprise, les clients, en fait c'est un client avec un majuscule. En fait, c'est la moyenne des clients. On parle de millions de clients comme ça sur des slides. Donc on n'est pas en prise, in fine, avec la réalité du visage d'un client, le visage d'un collaborateur. On est vraiment loin de tout. Et donc j'ai une tendance à vouloir que les choses soient carrées. Et je l'ai eu assez longtemps encore chez Climate, je vais vous en dire quelques mots, où je faisais des réunions en disant il y a des problèmes dans ma tête, et il va falloir qu'on les résoudre ensemble. Et puis les gens qui m'entouraient me regardaient, je suis plutôt un dirigeant assez sympa, donc plutôt avec moi, mais en me disant voilà, c'est un faux problème, quoi. C'est clairement un sujet que tu as dans la tête, tu veux essayer de nettoyer tel process, mais ça ne correspond pas forcément à un vrai besoin d'un client identifié. Et donc cette vie-là, elle est assez sympa parce qu'on voit que des jardins à la française dans la tête du dirigeant. Et d'ailleurs, la plupart des dirigeants coupés, et c'est vrai aussi de la politique probablement, en fait sont entourés de personnes qui leur disent que les choses vont bien, et donc on peut-être de fait un peu le sentiment, comme Louis XIV quand il se baladait dans ses parcs, de vivre dans un monde idéal. Et donc c'était ma vie jusque, on va dire, 2018, et puis tellement malheureux, j'ai convaincu AXA de lancer AXA Climate, en partant vraiment d'un coup de foot que j'avais eu, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je sais qu'il y a 2 écoles, le Lean et on va dire le régénératif, organisation libérée, ça ne parle pas forcément ensemble. Je considère que ça part de la même intention, les mêmes valeurs, mais c'est quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Frédéric Laloux, qui a écrit un livre sans l'avoir fait. Donc ça c'est intéressant. Je pense qu'il faut toujours se méfier des gens qui écrivent des livres sans l'avoir mis en place. Mais il a écrit un livre super qui s'appelle Réinventer l'organisation sur vraiment comment on réinvente les organisations et jusqu'à un statut opale, où globalement, pour la faire très simple, on laisse les gens tranquilles, on les prend comme des adultes et on les amène à se développer et tout doit bien se passer dans le meilleur des mondes. Ça, c'est ce livre qui m'a beaucoup inspiré parce que quand je sors d'AXA France en 2018, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, je ne connais rien au climat, je suis vraiment le petit bobo parisien, très cartésien, très data, très digital, mais par contre, il y a un truc qui me fait vraiment bouger, c'est la souffrance.
au travail. Je sais pas pourquoi il y a un truc un peu psychanalytique qui se joue, mais quand je vois des gens souffrir à cause du taylorisme, quand je vois des gens souffrir à cause d'un management brutal, ça me révolte. Et donc j'ai convaincu AXA de me suivre avec un premier investissement assez fort sur un projet quasiment inconnu, puisqu'ils ne savaient pas où j'allais, je savais moi-même pas où j'allais, mais qui passait par le fait de réinventer le monde du travail et d'avoir des gens globalement qui pouvaient s'épanouir. Parce qu'une grande raison pour laquelle je fais attention à l'heure, j'étais pas épanoui probablement, c'était que j'étais fragmenté. C'est que je devais jouer au CEO et que j'étais pas d'une certaine manière moi-même où je pouvais pas l'être. AXA Climate, très rapidement, après je vais rentrer sur le Lean, pour que vous ayez en tête. C'est une magnifique aventure, c'est une joie extraordinaire, parce qu'en fait, beaucoup d'argent d'AXA, mais pas sur un mode innovation de grand groupe où finalement on se regarde innover et puis ça rapporte pas grand-chose. On a vraiment créé des activités. Et nous, notre mission depuis 2018, c'est l'adaptation climatique. Donc notre job, c'est de prendre des scientifiques, hydrologistes, des spécialistes de l'atmosphère, du sol, des agronomes, et de les amener à comprendre les enjeux de climat à 2030-2050. Et donc on l'a fait en faisant de l'assurance, donc on a une partie de l'activité qui est de l'assurance, et progressivement en fait on a suivi cette mission avec beaucoup de joie parce qu'en fait on n'avait pas de contraintes en fait. Pendant 4-5 ans on avait beaucoup d'argent et on avait une marque qui nous permettait de vendre un peu ce qu'on voulait. Et donc on a en 2014 on a fait à peu près 40 millions de revenus partant de zéro sur 4 activités, donc de l'assurance, de la formation, on est devenu leader européen de la formation et la durabilité. Il y a des millions de collaborateurs dans des grandes boîtes qui sont formés avec nos contenus digitaux. Donc on est devenu une boîte de production audiovisuelle, qui est l'UCRU d'AXA. On a lancé un business qui se passe très très bien sur le parti software, qui permet de rentrer des actifs physiques et de comprendre les risques à 2030-2050. Et on a une activité de conseil. Tout ça dans un écosystème où, a priori, les gens étaient plutôt contents. Et puis, on est arrivé au Lean. Donc moi, il m'a percuté comment? En fait, c'est un ami qui avait bossé, un entrepreneur qui avait bossé sur le Lean, qu'on a parlé à un de mes collaborateurs qui s'appelle Grégoire. Et Grégoire m'a mis sur le chemin de Régis, de Chloé, de Christophe et toute l'équipe. Et c'est vrai que ça a été magnifique parce que, en fait, j'avais besoin de scaler parce qu'on était plus de 200 collaborateurs chez AXA Climate. Et en fait, l'énergie que me prenait l'organisation libérée était intense. C'est-à-dire quand vous faites une organisation libérée, en fait, vous devez à la fois penser votre organisation et la réinventer, donc inventer les process, et en même temps apporter de la valeur aux clients. Et à partir de 200, ça explose. Et donc je cherchais absolument une façon de faire vivre ces valeurs d'épanouissement au travail, d'apprentissage, dans un cadre qui était prouvé. Et le Lean est venu, moi j'ai vraiment une joie incroyable à faire du Lean. J'ai un plaisir fou parce que c'est venu cocher quelque chose. Et quand tu dis percuter, ça semble dire que c'était sous le mode de la souffrance, mais pas du tout. Ça a été venu vraiment répondre à un besoin. Et je me suis dit, putain, il y a un système qui existe, qui permet de faire des boîtes saines avec des bons managers. C'est juste génial. Donc ça a été vraiment un coup de foudre, avec Régis évidemment, mais pas que, avec ça. Et donc pour moi, la vraie question du Lean, que je l'ai prise comme ça dans les Gemba. Alors au début, les Gemba, donc Gemba, je parle à des experts, mais on arrive dans l'entreprise. Et moi, le problème de ma boîte, c'est qu'elle flottait. J'avais pas de manager, n'oubliez pas que j'avais tout, j'ai pas de codir, pas de comex, pas de one-to-one, j'avais tout déconstruit. Donc j'avais des gens talentueux, très techniques, mais j'ai tout flotté. Et donc en fait, il y avait des domaines qui étaient plus ou moins des domaines, des managers qui étaient plus ou moins des managers. Et donc ce qui m'a sauvé avec le Lean, c'est de remettre du réel. Et donc potentiellement, pas potentiellement, mais effectivement, de poser la question, la fameuse question de Régis, qu'est-ce que vous foutez ? Qui est assez agressive, assez brutale, que je me suis posée moi-même, parce que j'ai commencé 1 an avant d'en parler aux équipes, à me former moi-même. Mais quand j'étais prêt, j'y suis allé. Et donc les premiers Gemba, c'était qu'est-ce que tu fous ? Et donc le premier Gemba qu'on avait fait avec Régis, je crois que tu t'en souviens Régis, c'était avec les sales, donc j'avais vendeur de Climate School, le produit de formation. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous foutez ? Enfin, je l'ai pas dit comme ça, vous l'imaginez. J'ai dit, qu'est-ce que vous fabriquez ? Sur quoi vous travaillez ? Et la phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est « je crée de l'énergie ». C'était la plupart des réponses des sales, c'était « je crée de l'énergie, je crée des relations ». Et donc en miroir, je me suis dit, mais en fait, j'ai amené ces collaborateurs à devenir un peu comme moi-même, comme celui que j'étais, c'est-à-dire pas lié à la réalité, pas une vision concrète de ce qu'ils fabriquaient. Et donc tout est parti de personnes qui, à un moment donné, on s'est dit, il faut accompagner, et les Gemba vont viser à ça, à poser concrètement ce que vous fabriquez. Et en fait, il y a une fierté quand on est sales à faire des propositions commerciales. J'aurais pu continuer à les soutenir et moi-même à créer de l'énergie comme ça de manière un peu conceptuelle. Mais in fine, le marché étant plus difficile, moi, c'est une année de profitabilité. Et la façon de faire vraiment progresser ces gens-là, incluant moi-même, c'est bien de revenir à des pièces. Vraiment, qu'est-ce que tu fabriques ? Donc moi, je fabrique par exemple des séminaires en tant que dirigeant. Et donc j'avais mon séminaire ce matin. Et donc quand je fabrique des séminaires, j'ai un objectif, je peux progresser.
Là, c'était horrible parce qu'on était dans une salle où on pensait avoir du soleil et tout était glacial. Donc je sais que j'ai un problème de température, bac rouge, défaut, je ferai mieux la prochaine fois. Mais donc, tout ça pour vous dire que même en tant que dirigeant, on fabrique des choses et la capacité à revenir à la fabrication est extrêmement clé. Et c'est pas du tout cloisonnant, c'est juste libérateur. Et donc on a vraiment posé, donc on est 200, on a une soixantaine de domaines, et sur chacun on s'est dit, on fait un truc hyper simple. En fait, on fait, qu'est-ce que vous fabriquez? Donc là on a trois pièces, le next, le doing, le pending et le done. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'a généré de positif la capacité à rendre visuel les choses. Souvent, moi j'ai été pris, notamment chez AXA France, par des discussions de process opérationnels, des gens qui disent « je bosse pas avec un tel ». J'avais un électron libre qui vendait énormément de missions. Évidemment, au conseil, ils ne voulaient pas les prendre parce qu'ils vendaient des choses qu'on ne faisait pas, classiquement. Donc c'était un électron libre. Et puis j'avais toujours, depuis 3 ans, des discussions, c'est comment on arrive à mieux bosser ensemble. Et donc je faisais des comités où les gens devaient bosser ensemble. Le problème, c'est que les gens, et ça j'en ai pris conscience avec le Lean, c'est qu'en fait, on vit tous dans des mondes différents. Si je vous dis leadership, je pense que j'ai 15 définitions différentes de leadership. Stratégie, pareil. Communication, pareil. Donc en fait, on vit tellement dans des mondes différents que si on n'a pas une grammaire commune pour s'entendre, et c'est ce qu'apporte le Lean, en fait, on est dans la panade. Et donc, la capacité à venir poser ça, elle a été assez fondamentale pour petit à petit trouver les problèmes. Et évidemment, vous le savez très bien, vous en êtes convaincus, trouver des solutions avec les équipes. Et donc, à partir du moment où on a posé des pièces qui ne résument pas tout le travail de chacun, en fait, on est arrivé en tant que dirigeant à globalement une approche par l'artisanat. C'est-à-dire qu'on va être meilleur parce qu'on va s'améliorer sur ce qu'on fabrique. Et ça a un peu tout changé chez Climate. Et ça nous a permis globalement de transitionner d'une déconstruction totale de management à quelque chose qui tenait plutôt la route, qui tient un peu la route et qui permet de faire potentiellement du bon management. Et c'est par ça qu'on est passé. Alors, ce que ça nous a permis de faire, les Gemba, c'est la question de l'amélioration. Et vous voyez là, vous avez des projets de formation. Et donc, quand un projet de formation est fait, quand un projet de mission de conseil est fait, eh bien, ça passe en donne. Donc, nous, concrètement, notre job, chez AXA Climate, j'espère que je suis utile et concret, mais c'est de prendre des cartes et de les poser pour des acteurs physiques sur le territoire français, en disant, voilà l'inondation que tu vas te prendre dans les dents, voilà la sécheresse que tu vas avoir en Pyrénées-Orientales, voilà les risques que tu vas avoir à 2050. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais évidemment, c'est évidemment tragique, partout dans le monde, mais aussi en France, malheureusement. Et donc, les consultants, la question qui a tout changé en Gemba, c'est quand je leur ai dit, OK, vous êtes contents parce que vous délivrez des missions à des grandes boîtes, vous délivrez des cartes, mais comment vous savez que vous avez réussi? Et ça, c'est très très dur comme question, qui n'est pas confortable, qu'on peut se poser aussi tous par rapport à ce qu'on fait. Et donc là est venue une discussion autour de la qualité. Et pourquoi c'est important, la qualité? Parce que c'est là où j'en suis moi maintenant avec AXA Climate. Je suis encore incapable de faire de la productivité, parce que je suis tellement allé loin, on va dire, dans un management un peu éthéré, que le temps de faire, depuis 2024-2025 qu'on bosse ensemble, j'ai assis ce qu'on fabriquait. Et je commence à avoir des discussions de qualité. Peut-être qu'en 25, j'arriverai à dire qu'il faut faire de la productivité, mais j'y suis pas encore, le modèle n'est pas encore posé. Et donc typiquement, là on a Charles, je vais remettre en tête, mais Charles, on s'est dit qu'il était OK quand il avait une demande d'upsell du client, à qui on avait fait cette première mission de conseil, sous 1 mois. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est venu des équipes, et c'est venu d'une discussion de qualité. C'est pas moi qui ai joué mon dirigeant que j'étais à l'époque et de dire je pense qu'un bon upsell c'est ça, je trouve la solution. C'est petit à petit, en travaillant avec les équipes, en posant des questions, qu'on est arrivé à ça. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est tout sauf un indicateur déconnant ou artificiel. Le fait de dire qu'on est KO ou OK quand on a une demande d'upsell à plus 1 mois, en fait ça transforme le métier du consultant. C'est tout con. Parce que là il comprend tout de suite. Et j'avais des consultants qui étaient assez jeunes, assez techniques, qu'en fait un bon upsell, c'est pas je fais ma mission parfaitement pour répondre à un besoin, je laisse retomber, et puis 6 mois après, j'appelle pour dire tu pourrais pas faire un peu de biodiversité, ça marche pas, on réveille pas un client qui s'est refroidi après une mission. Et donc le consultant a compris qu'en fixant cet indicateur de qualité, en fait ça transformait son métier. Le fait d'être très bon consultant, c'est in fine le fait de pouvoir faire un upsell au moment même de l'executive summary, au moment même de la première mission. Comment on va chercher après l'indicateur climatique qu'on pose en 2030 sur un territoire, en fait l'accompagnement qu'on doit faire pour financer et assurer. Et donc cet exemple de qualité est typiquement un indicateur de qualité issu des équipes qui me permet maintenant potentiellement de pouvoir poser un diagnostic et de pouvoir aider les équipes à devenir meilleures. Il y a un autre truc qui me rendait complètement très timide, c'est que comme moi je pense être quelqu'un de sympa, donc je prends vraiment un risque à dire ça parce que vous pourriez dire tu te fous vraiment de... Enfin,
quelle arrogance, mais je suis plutôt sympa et comme j'ai créé la boîte pour que les gens soient contents, globalement, je peux prendre des décisions dures, mais j'aime pas brusquer les gens. Et donc les premiers gamba que j'ai fait, notamment avec Régis, j'étais très timide, c'est-à-dire je n'osais pas trop y aller. Et plusieurs fois, j'ai eu des débriefs avec Régis qui m'ont dit, en fait, tu peux y aller, tu peux avoir confiance en toi, et parce que tu as créé la boîte d'une certaine manière, tu portes quelque chose qui va aider les équipes. Et donc, je me suis complètement libéré, et donc je suis arrivé à articuler une grande brutalité, en fait, dans le questionnement, en disant, mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi t'en es là, c'est quoi être meilleur, etc. Avec une méthode, le Gumba, qui m'a permis de le faire de manière douce, en fait. Et donc pour moi, le Lean, c'est vraiment un art martial. C'est-à-dire une capacité à dire les choses avec une brutalité, une certaine candeur, une authenticité, et en même temps le faire dans les formes. Et donc ça, je pense que c'est... j'aurais pas pu avoir des discussions de qualité d'upsell sans passer par les étapes que je vous ai décrites. Mais en tout cas, voilà, c'est ma façon de parler du Lean, c'est comment tu t'améliores. Qu'est-ce que tu fous? Comment tu t'améliores? Si je dois résumer, c'est un peu par quoi on est passé chez AXA Clément. Et puis alors, il y a un truc marrant, c'est que j'avais beau être dirigeant, entre guillemets, dirigeant, peu sérieux probablement à l'époque, en fait, je m'intéressais pas au PNL. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans, j'ai sous-traité complètement les indicateurs financiers à ma CFO, qui avait le malheur d'être une très bonne CFO, elle s'appelle Sophie, et elle était hyper forte. Et donc c'est elle qui finalement parlait avec mes patrons business de leurs activités, parce que j'ai 4 activités, 4 PNL différents, et je regardais plus. Mais au point que j'avais pas besoin de trop de connaître les chiffres. C'était pas trop mon truc. J'étais sur la vision, la culture, etc. Et ce que m'a permis le Lean, devenir un dirigeant sérieux, c'est de me réintéresser aux indicateurs financiers. Mais pour moi, un indicateur financier, je pense que c'était lié à un peu ma raison d'être autour de la souffrance au travail. J'avais probablement intuitivement, implicitement, le modèle qui était de dire parler de finance c'est sec, en fait. Ça développe pas la personne à qui on en parle. Quand on parle de finance ou de top line ou de bottom line à un collaborateur, c'est pas dans son contexte. Parce qu'en fait, il n'est pas en prise avec ses indicateurs. Lui, il fabrique des choses, il fabrique des propositions, des missions. Et donc, j'avais probablement intégré à l'époque, et ça c'est plutôt positif, qu'il ne fallait pas trop embêter les gens avec les indicateurs financiers parce que ça rajoutait de la pression sans forcément apporter beaucoup de valeur. Et donc, j'ai fait ce qui s'appelle le Plain English PNL, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une petite merveille, c'est une nouvelle recette. Non, je taquine. Non, c'est un nouveau type de session, donc il y a le Gumba. Et le Plain English PNL, c'est un peu le Gumba du dirigeant avec d'autres dirigeants. Donc moi, j'avais une structure où j'avais globalement 4 dirigeants de PNL. Et donc le Plain English PNL, l'exercice veut qu'on commence par quelques indicateurs financiers, c'est quand même important, il ne faut pas que la boîte coule, avec quelques indicateurs de flux physique. Ça veut dire ça va être qualité, satisfaction client. Ceux-là sont pourris, parce qu'en fait, j'ai pas réussi vraiment à trouver des indicateurs. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé mon Plain English PNL avec mes patrons, en fait, on était tellement à sec sur la visibilité des flux physiques, de management visuel dont je vous ai parlé, qu'on n'arrivait pas à sortir des trucs intéressants. On avait des trucs genre INPS, des trucs, enfin, on a du mal à gripper. Donc petit à petit, par exemple, avec Julien qui fait le conseil, vous vous souvenez la petite sonde sur la qualité des missions de conseil, là, dont je vous ai parlé après un mois. En fait, on remonte petit à petit le niveau de qualité, le nombre de défauts de missions de conseil. Et petit à petit, on arrive à alimenter ce bas de tableau par des indicateurs physiques. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, en fait, là, on peut maintenant articuler les deux. Donc moi, je suis content. J'ai pas l'impression de parler que de finance, parce que je suis pas à l'aise avec la finance. Pour moi, on reste dans un truc compliqué. Et là, en fait, dans le questionnement, on peut faire les deux. Et j'ai un dirigeant qui est marrant, qui a un framework financier. C'est pas un épicier, c'est plutôt un ingénieur. J'ai rien contre les ingénieurs. Mais lui, typiquement, il pilote sa boîte avec des indicateurs financiers. Et je me suis rendu compte en discutant avec lui que cette partie ne pouvait pas l'intéresser, parce qu'il avait un modèle mental qui était de dire, in fine, je peux tout réduire à du revenu par ETP. Et à un moment donné, j'ai cette phrase amusante, cet échange amusant avec lui, où je lui dis, mais en fait, à un moment donné, comment tu penses la qualité, etc. Moi, c'est ça. Il me répond, moi, c'est simple, Antoine. Moi, j'ai mon chiffre d'affaires par ETP, et puis c'est ça que j'optimise. Et là, je le mets en face d'un constat qui est de dire, mais si tu as un problème, tu vas virer des gens. Et en fait, non, parce que chez AXA Clément, on ne va pas virer des gens. Mais il s'est rendu compte de manière brutale qu'en optimisant juste sur des indicateurs financiers, il arrivait dans sa tête de dirigeant à se rassurer, mais in fine, pratiquement, pour embarquer ses leaders, ça n'a pas de sens. En fait, on embarque ses leaders par, in fine, je pense, un discours sur la qualité, en faisant en sorte que l'indicateur financier en soit la résultante. Ne vous inquiétez pas, je tiens toujours mes timings. Il reste 5-10 minutes. Donc voilà, ça c'est hyper important sur la partie PNL, parce que ça m'a, entre guillemets, si un dirigeant sérieux, c'est un dirigeant qui s'y touche en finance et qui a du plaisir à ça, je pense avoir fait un petit pas vers la finance, dont j'étais assez éloigné il y a encore quelques temps. Et là, je vous raconte une anecdote. Il y a 2 personnes avec qui j'ai monté la boîte, c'est Véronique,
avec qui on a monté tous les business, et Grégoire, avec qui maintenant je fais du lean. Et les deux m'ont dit, en synchronicité, ils ne se sont pas parlé, une semaine, il y a une même semaine, c'était il y a 2 ans, ils m'ont dit, Antoine, tu fais semblant, tu veux pas apprendre. Je l'ai hyper mal pris parce que je pensais être le type hyper, je prends des trucs, je faisais des notes, enfin je pensais être hyper ouvert. Et j'avais pas compris en fait ce qu'il me disait, je l'ai compris après, c'est qu'en fait oui, j'avais pas envie d'apprendre. Parce que apprendre pour moi c'était avec un certain brio, parce que j'aime bien écrire, c'était lire des trucs, les restituer, faire vibrer les équipes, apporter de la vision. C'était de la digestion, un modèle mental constant en fait. C'était ça mon modèle d'apprentissage. En fait, ce que j'ai compris grâce à Grégoire et Véronique, et puis après le Lean, c'est qu'en fait, il fallait avoir beaucoup plus d'humilité sur l'apprentissage. Typiquement, j'avais fait l'atelier co-coach, je sais pas si vous l'avez fait avec Michael Ballet, et j'étais arrivé en mode un peu celui qui veut pas apprendre, c'est celui qui est commentateur, quoi, qui regarde un peu ce qui se passe, qui est pas dedans en fait. Et donc j'avais envoyé un message à Michael, désolé, j'avais été insupportable, j'étais un incompétent inconscient à l'époque, mais j'étais comme ça. Et donc ça j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est des résolutions de problèmes. Et ça m'a aussi sauvé la mise pour rester en contact avec la réalité et pour pas avoir des mauvais problèmes. Et là, alors, je vais évidemment pas vous donner ma résolution de problème parce que ça a peu d'intérêt. Peut-être le message, c'est de dire, les problèmes c'est génial, il faut en faire plein. C'est vraiment un muscle à prendre. J'ai une communauté de pratique autour des résolutions de problèmes qui est jouissive parce qu'on arrive avec des résolutions de problèmes et on voit où on en est. Ça permet pas du tout de résoudre des problèmes, mais de voir comment on réagit. On voit par exemple les gens qui résoudent tous les problèmes avec des process. Ce que j'étais probablement avant et encore, je sais que c'est un mal, Régis, je n'arriverai jamais à m'en enlever. Mais donc, il y a des gens qui ont la vie est simple, comme le dirigeant peu sérieux que j'étais avant. Problème, process, on rentre chez soi, la famille c'est hyper bien, on part en week-end et on revient lundi, problème, process, tout est simple. Donc là, j'ai appris un truc marrant. Problème, standard, oui, standard et process, j'ai toujours pas compris ça, je suis un peu... Donc là, le problème, il est intéressant parce qu'en fait, bon, il y a un agent qui dit, vous m'avez dit que mon camping n'était pas à risquer inondation, en fait, il était risqué. Bon, voilà. Et en fait, même là, je reviens au process, quoi. J'arrive pas à ne pas être dans le process. Et j'ai pas encore fait vraiment de résolution de problème où je rentre dans le dur. Pourquoi ? Parce que pour rentrer dans le dur et vraiment faire une vraie cause racine et contre-mesure, en fait, il faut bosser. Et moi, j'étais paresseux. Et donc, au début, comme moi, intellectuellement, j'aime bien, je vais assez vite, quoi, globalement. Donc, je faisais mes résolutions de problème pas dans ma chambre, mais dans mon bureau, 5 minutes avant, et je faisais croire à Grégoire, ouais, j'ai fait une résolution de problème, j'ai bossé. En fait, j'étais pas allé voir avec les pieds. Et aller voir avec les pieds, ça prend du temps. Et en fait, ce qu'il faut aller voir, c'est fondamentalement pas uniquement le process de product management, mais c'est aller voir le code. Aller voir la personne qui a touché le code et comprendre ce qui s'est joué pour elle. Et donc ça demande de passer du temps avec des gens, passer du temps tout court. Et pour un dirigeant, c'est pas simple, mais l'effet vertueux, c'est que ça m'amène à me dire, mais c'est quoi les bons problèmes ? Ça, je vous laisse avec cette question métaphysique, mais elle est assez importante dans nos entreprises. C'est quoi un bon problème ? Mais pour vous montrer que je lutte, parce que j'ai un côté un peu au premier de classe, donc en fait, je pense qu'on est aux 5-6 communautés de pratique, 5-6e, j'arrive pas, quoi. Je suis un peu le meilleur de tous, vous inquiétez pas, mais j'arrive pas à aller vraiment dans le réel, quoi. Le réel m'échappe encore, en fait, c'est un truc assez bizarre. Je reste à la fin quand même sur du process. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est un petit message, si vous avez des enfants, pas d'écran, le plus tard possible. Et donc moi, j'ai arrêté le smartphone au moment où j'ai commencé le Lean. Alors pourquoi c'est lié, en fait ? Parce que le Lean, j'essaie de le démontrer, c'est qu'un dirigeant sérieux, c'est un dirigeant qui est en prise avec la réalité. Et tout le smartphone, ils sont durs, mais ils m'adorent parce qu'en fait, je les aime tellement en retour. En fait, tout le problème des smartphones, c'est que ça nous éloigne de la réalité. C'est tout. C'est une usine à éloigner les gens de la réalité. J'adore le digital, j'en fais en smartphone, mais j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de pouvoir réfléchir. Et en arrêtant le smartphone, je pense que j'ai arrêté de polluer les équipes avec des fausses bonnes idées. Vous savez, les fausses bonnes idées de dirigeants complètement hors contexte. Tu pourrais changer de métier, tu pourrais lancer telle activité. Hors contexte des gens, donc peu respectueux, en fait, brutal. Et donc, je peux témoigner que depuis 1 an, j'ai plus de smartphone et je suis hyper heureux. Et les équipes sont beaucoup plus heureuses d'ailleurs, de fait d'avoir un dirigeant qui n'a pas de smartphone. Parce qu'en fait, le Lean apprend à ralentir et beaucoup plus réfléchir aux problèmes. Ralentir et faire moins, c'est vraiment un truc important. Alors, vous allez dire, mais Antoine, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Parce que je vous ai passionné. Et donc maintenant, je vais faire de l'agriculture. Non, je taquine. Je vais faire de l'agriculture, ça c'est vrai. En fait, AXA Clémette, on s'est lancé beaucoup sur l'agricole depuis 6 ans. Donc on aide des agriculteurs à changer de pratique. Et je faisais un peu c'était une façon pour moi de faire un clin d'œil au jardin à la française du début. Ça, c'est pour montrer que j'ai un peu bossé la presse. Ça, c'est plein de choses. Mais c'est fondamentalement cette idée que quand un dirigeant commence à faire des choses sérieuses, en fait, il amène sa boîte à faire des choses sérieuses. Je pense qu'AXA Clémette, on aurait pu vendre plein de choses différentes, plein de choses variées. Avec la marque qu'on avait et les talents qu'on avait, je pense qu'on serait arrivé à vendre plein de choses.
La question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vendre et à quel point on a vraiment envie de changer la donne pour les gens qu'on accompagne. Et sur les sujets d'adaptation et de transition, changer la donne, c'est s'attaquer au sol. En fait, c'est s'attaquer à l'agricole, et donc on bosse avec plein de coopératives, et c'est de devenir un assureur agricole sérieux. Donc je voulais vous montrer en fait simplement que c'est pas juste le dirigeant qui se parle à lui-même, mais à travers, entre guillemets, je considère un peu ma transformation de sérieux. En fait, je pense être aussi en capacité d'aider davantage AXA Climate à faire des choses sérieuses pour le pays, pour le territoire et pour la France. En l'occurrence, on est quand même assureur, je pense qu'on a un rôle à jouer dans la transition, envoyer le bon signal de transition. Et ça, je l'ai mis pour Régis, qui m'a dit que c'était une règle du jeu. Je pense qu'il faut que je fasse un TPS. J'ai toujours pas compris le TPS. J'ai compris théoriquement, mais je l'ai pas vraiment vécu dans ma chair. Je sais que c'est une boussole importante. Je sais que ça aide encore plus le dirigeant. Et donc, ça me donne encore plus envie de bosser avec et de continuer à apprendre avec Régis et l'équipe. Parce que ce qui est assez marrant dans cette histoire de Lean, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être à 2-3% de là où je pourrais me développer. Et donc ça, c'est très chouette. Et donc ça me donne beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. C'est assez épuisant pour les équipes aussi, parce que je leur parle de plus en plus de Lean, mais c'est quelque chose qui compte. Et puis le dernier point plus sérieux, parce qu'on vit quand même sur la même planète, et puis moi, ça fait 6 ans que je suis avec des scientifiques qui bossent sur les problèmes. En fait, le Lean, en fait, je l'ai connu sans que ce soit le Lean. J'ai été happé par un mouvement qui s'appelle la régénération, le régénératif, qui est un mouvement qui est né, il y a plein de bullshit autour du régénératif, moi ça a aussi un peu changé ma vie quand je l'ai adopté, qui est une filiation nord-américaine. C'est-à-dire c'est une pensée assez indigène qui est de dire la régénération de la nature, la régénération, le développement des capacités des parties prenantes en écosystème. Je n'entrerai pas dans le détail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le Lean et le régénératif visent la même chose. C'est une défense de la vie en fait, le Lean. Le Lean, c'est tout sauf de l'optimisation de flux en fait. C'est comment on remet la vie dans les flux. Comment on remet au centre l'humain. Je sais que le Lean est né dans un territoire qui était en manque de ressources, ce que j'ai compris. Le régénératif est né dans le territoire de l'abondance, qui est le continent nord-américain. Et les deux ont convergé, en fait, à l'idée de dire que ce qui se joue pour nous, c'est de casser le paradigme mécaniste, l'espèce de capacité à fragmenter qu'on a par notre éducation, notre formation, et donc fragmenter nos organisations, découper les gens, etc. Donc c'est vraiment comment on passe vraiment à la défense du vivant. Et le conseil que j'ai peut-être d'un bouquin, moi qui a aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Olivier Amand, qui a écrit La troisième voie du vivant, qui est cette idée qu'il faut qu'on ait tous des sectaires de la performance, que la performance nous rend fous, qu'elle fait du bachotage, qu'elle fait du dopage, qu'elle fait de l'absurdité, parce qu'à optimiser une variable, on détruit systématiquement les autres variables de l'équation. Et il dit qu'il faut vraiment passer du prisme de la performance au prisme de la robustesse. Voilà. Et je trouvais ça intéressant dans parce qu'on vit quand même dans un temps de transition écologique, sociale et économique, de penser que le Lean rejoint quelque chose d'encore plus fondamental pour la société, qui est la défense du vivant et cette capacité à être résilient bien dans notre peau et bien sur le territoire. Merci.